Bonjour et bienvenue aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ecclesia. Bienvenue à une nouvelle émission de Parlons écologie. Je suis avec Bruno Lortiwa. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. Aujourd'hui Bruno, on va parler de la loi naturelle et de l'information. On va commencer par cette parole, information. Moi, je conçois par information les nouvelles du monde que je peux atteindre par les canaux médiatiques comme la radio, la télévision, Internet, ou encore, par exemple, les notices d'utilisation d'objets, comme dans les boîtes des médicaments, par exemple. Est-ce que, Bruno, on va traiter de ce type d'information? Et si oui, qu'est-ce que l'information a à voir avec l'écologie intégrale? Alors, c'est vrai que c'est une question un peu délicate. Quand on parle d'information, on évoque ce que vous venez d'évoquer, effectivement. Notamment, en premier, ce qui vient à l'esprit, ce sont les médias. Après, j'aimerais commencer par évoquer juste un petit passage de la Genèse, qu'on évoque souvent d'ailleurs, au chapitre 2. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il modela, il forma l'homme. Et si on regarde l'étymologie d'information, on voit que ça vient du mot former, du verbe former ou façonner. Et donc en fait on se rend compte que l'information c'est ce qui donne forme à la réalité. Alors ça ouvre un petit peu déjà l'horizon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui donnent forme à la réalité, pas seulement les informations médiatiques dont on vient de parler. Mais on peut aussi constater que les informations que l'on reçoit à travers les médias, quelque part, donnent forme, qu'on le veuille ou non, d'une façon plus ou moins prononcée, à notre façon de penser et à notre façon de voir le monde. Quelque part, elles façonnent notre opinion, pas d'une façon totale et absolue, mais en tout cas, elles y participent et parfois, elles y participent très largement. D'ailleurs, on sait combien, pendant, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle la propagande, s'appuie sur cette information des médias. Alors c'était le cinéma, c'était les journaux à l'époque, de façon à former les esprits à une certaine forme de pensée qui allait dans le sens de l'État, en l'occurrence. Donc c'est un objet de pouvoir, l'information. Un objet de pouvoir que l'on retrouve aussi dans la publicité. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça commence à dater un peu, mais à un certain moment, il y avait beaucoup de publicité, par exemple, sur la cigarette. On voyait des gens fumer dans les grands films, au cinéma, à la télévision, et tout cela participait à l'aide et à la promotion d'un lobby, un lobby industriel, un lobby financier également, de la production et la vente des cigarettes, malgré les effets néfastes sur la santé. Et il a fallu des efforts assez considérables et longs des pouvoirs publics, de la médecine, pour contrer cette machine, on peut appeler ça une machine de guerre de l'information, qui favorisait, qui amenait à intégrer dans les gestes culturels, dans les gestes sociaux, le fait de fumer des cigarettes avec une image très valorisante de cette activité-là. Alors on peut aussi, en parlant de propagande, citer en fait les lobbyistes qui sont par exemple côté du Parlement européen et dont le métier, l'activité tous les jours, c'est d'aller influencer les décisions politiques afin de pouvoir vendre ce qu'ils ont à vendre et protéger en fait les activités commerciales des entreprises par lesquelles ils sont employés. Du coup, Bruno, on peut dire que l'information participe directement à la création, à la mise en forme de la réalité. On est donc en face d'un véritable acte créateur. Et du coup, est-ce que vous pourriez mieux nous expliquer et nous aider à comprendre comment le processus d'information s'intègre dans la loi naturelle? Alors oui, effectivement, on voit que c'est un processus vraiment créateur, c'est-à-dire il donne la forme à la réalité, c'est ce qui porte dans son étymologie, on vient de le voir. Et donc on pourrait aller chercher dans, par exemple, le végétal, comment fonctionne l'information à l'intérieur d'une plante, dans ce qui est naturel, pour essayer de découvrir les principes naturels liés à cette information.
comment elle est diffusée, comment elle se forme, comment elle est mise à disposition. En gros, comment ça marche au sein d'un végétal. Ça pourrait nous éclairer, nous donner des pistes de réflexion sur ensuite comment nous, humains, humanité, nous sommes appelés à vivre aussi cette gestion de l'information. En allant chercher la loi naturelle, on peut trouver des grands principes cachés à l'intérieur de la création qui n'apparaissent pas à première vue, mais qui peuvent être source pour l'humanité d'inspiration de cette loi d'amour de Dieu inscrite dans ce qui est vivant. Voilà un peu la démarche que je propose. Alors, donnez-nous un exemple concret de ce processus d'inscription de la naturelle chez le vivant. Alors déjà, on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'information. Au sein de la physiologie végétale, on a une information qui est hormonale. À l'intérieur de la plante, on a des zones où il y a des productions de certaines hormones qui vont aller informer d'autres zones par les voies qu'utilise la sève. Donc ce sont des molécules. On a une information moléculaire hormonale. Ensuite, on a un deuxième principe d'information. C'est celui-là, on y pense peut-être moins facilement, c'est une information qui est de niveau hydraulique. Alors en fait, ça va être des différences de pression de la sève ou des ondes hydrauliques qui vont parcourir la plante et informer de certaines situations. Par exemple, lorsque la plante est blessée, lorsque une branche ou une feuille est coupée, eh bien, il va y avoir un message qui va être transmis à toute la plante par la voie de la pression à l'intérieur des liquides, à l'intérieur des réseaux de sève. Et puis, troisième grand outil d'information dans le végétal, c'est les signaux électriques qui vont parcourir littéralement la plante à une vitesse très rapide. Donc la vitesse de cette communication, elle est supérieure à celle des signaux hydrauliques, bien sûr, et elle est supérieure aussi à celle des signaux hormonaux, qui sont des molécules qui se baladent au sein de la plante. Est-ce qu'il existe d'autres systèmes de communication dans la plante ? Alors, si on descend encore au sein, au cœur de la plante, à un niveau moléculaire, eh bien, on va à l'intérieur des cellules trouver l'ADN qui est finalement une mine d'information et qui est l'information de toute la constitution de la plante, comme nous-mêmes nous avons notre ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique et donc il est présent partout. Ça, c'est déjà quelque chose qui est à noter, qui va nous éclairer sur justement cette loi naturelle liée à l'information. Ensuite, on voit un autre aspect, c'est que il y a une information qui est fixe, qui est là présente au début, et puis dans cette information, il y a une forme de plasticité, c'est-à-dire cette information peut s'adapter aux événements extérieurs. On appelle ça l'épigénétique. L'épigénétique, c'est que selon les événements extérieurs, alors pour une plante, ça va être peut-être un parasite qui va arriver, ça va être une maladie, ça peut être une sécheresse. Alors, dans la plante, certaines molécules vont venir pour soit activer, soit désactiver des zones de l'information génétique, donc de son ADN. Et donc, en fonction de cela, la façon de réagir de la plante va changer. La lecture de ce disque dur qui est l'ADN va évoluer en fonction des événements extérieurs. Pour récapituler, à partir de cet exemple particulier du végétal, on peut extraire 4 grands principes. C'est d'une part que l'information elle est disponible partout. Deuxièmement, cette information elle est fluide, c'est-à-dire qu'elle se déplace par différents canaux et avec différents moyens de communication. Ensuite, cette information, elle est diversifiée. Chaque information est unique, particulière et utile. Et enfin, l'information peut changer de forme, on appelle ça la plasticité, et donc elle est adaptative. Bruno, dans l'encyclique du pape François Laudato Si, le pape évoque une dimension universelle de la loi naturelle. Du coup, vous avez apporté des exemples qui concernent la dimension végétale. Mais est-ce que ces lois naturelles s'appliquent aussi à d'autres niveaux ?
Ben oui, certainement. Alors là, on a parlé du végétal, mais si on étudie les organismes animaux, eh bien, on va retrouver les mêmes principes avec d'autres moyens de communication, ou des moyens supplémentaires, mais les mêmes principes qui vont s'appliquer. Et puis aussi, la question, c'est au niveau humain, au niveau relationnel, au niveau de la communication dans l'humanité. Donc là, on n'est plus à un niveau organique, vous comprenez, on a essayé d'extraire des principes, et puis maintenant, là, on se pose la question, est-ce que ces principes qui sont vraiment au cœur du vivant, on pourrait les appliquer, ou en tout cas, on pourrait réfléchir à leur application dans la vie relationnelle humaine. Donc on change complètement de monde, mais c'est ce qui nous intéresse maintenant. Donc je vous propose de reprendre ces grands principes, ces 4 grands principes, et de voir en quoi ils peuvent être appliqués ou non appliqués dans les relations humaines. Donc par exemple la disponibilité, cette information elle est disponible partout, vous vous rappelez? Eh bien en fait que se passe-t-il ça, dans la vie des organismes humains? Donc, ça peut être des états comme du couple à tous les niveaux. Que se passe-t-il quand on ne respecte pas ça et qu'on fait de la séquestration? La séquestration, finalement, c'est retenir une information, ne pas la diffuser. D'accord ? Elle n'est pas disponible partout parce que je la garde, en fait, et j'évite de la donner. Ben, on se rend compte que c'est un outil de pouvoir. C'est-à-dire, c'est une capacité à avoir du pouvoir sur les autres, de savoir quelque chose et de le cacher à l'autre. Donc l'autre ignore une partie de la réalité. Ça, au niveau d'un État, on voit bien avec chaque État a un service d'espionnage, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est vital, qui est stratégique pour un État. On le voit au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'espionnage industriel. On va essayer d'avoir l'information que l'autre séquestre. En fait, c'est ça l'espionnage, d'accord? Donc ça veut dire que l'autre, tant qu'il garde cette information, il a un pouvoir quelque part ou une supériorité sur nous. Là, on est dans une dynamique concurrentielle. On avait vu dans notre émission sur la collaboration que le vivant fonctionnait avec un tout petit peu de concurrence, mais avec beaucoup de collaboration. C'est son mode de fonctionnement prioritaire, la collaboration. C'est une notion aussi qu'on retrouve dans la propriété industrielle. Vous inventez quelque chose, vous allez déposer un brevet qui va protéger votre idée et éviter que votre idée puisse être reprise par d'autres et circule librement. Et donc ça va vous donner un pouvoir. Donc on voit que ce principe, il est très important. Enfin, une façon aussi de ne pas rendre l'information disponible, c'est d'être dans une non-réponse, c'est-à-dire on nous pose une question, on a la réponse, mais on ne va pas la donner, on va laisser le silence faire son œuvre, de façon à toujours garder aussi une supériorité, parce que ça nous arrange quelque part de ne pas donner cette réponse à cette personne, parce que mettrait dans une position d'égalité peut-être avec cette personne, ou dans la nécessité de nous engager. Et ça, des fois, on ne le veut pas. Et puis, enfin, aussi, une façon de bloquer l'information, c'est de la déformer. Alors, la déformation, c'est de la désinformation. On donne une fake news, c'est un mot à la mode, c'est-à-dire que on va déformer la réalité de façon à ce que l'autre puisse la prendre comme réalité et se tromper dans son action et dans sa relation au réel. Donc on va induire l'autre en erreur. Et donc tous ces mécanismes-là de séquestration, en fait, ils vont en général servir un intérêt particulier et ils ne vont pas servir l'intérêt commun. Un intérêt particulier, ça peut être l'intérêt d'une personne, mais ça peut aussi être l'intérêt d'un groupe de personnes, comme une grande entreprise qui va faire du lobbying pour développer son marché, mais qui en même temps va peut-être vendre des objets qui vont être polluants, qui vont avoir des effets nocifs à court, moyen ou long terme. Et alors, à l'inverse, si on essaie de suivre un peu cette loi qui semble être inscrite dans la nature de disponibilité des informations, on voit des systèmes que l'on appelle en open source, par exemple, avec les médias numériques, où l'information peut être accessible par tout le monde, partout et à tout moment. Alors, ça ressemble un peu plus à ce qui se passe dans un végétal, apparemment. Sarah, c'est vrai qu'il y a les brevets privés, et puis il y a l'anti-brevet privé, c'est la licence libre. C'est-à-dire que si vous voulez faire un don à l'humanité d'une invention, d'une idée, qui s'avère efficace, vous avez possibilité,
aussi de la mettre sous licence libre, et donc là tout le monde va pouvoir s'approprier librement, gratuitement votre idée, et donc on est là dans une économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une accaparation de l'idée pour une accaparation finalement des effets positifs au niveau financier par exemple, mais en fait il y a un don de l'idée qui va se propager et qui va devenir une richesse collective qui sera diffusée gratuitement. Donc au niveau du bien commun, c'est quand même une idée qui est très intéressante et qui permet vraiment d'aller très vite dans la diffusion d'informations. Et là on touche la vitesse de diffusion. On a vu que dans la plante, il y avait plusieurs vitesses de diffusion de l'information. Les signaux électriques vont très vite, et puis les signaux au niveau hydraulique, par exemple, des changements de pression à l'intérieur de la plante, sont beaucoup plus lents. Et bien là, c'est pareil, si vous faites poser une licence libre, tout le monde, quasiment instantanément, peut obtenir et s'enrichir de votre information. Et donc là, on est sur des vitesses de diffusion excessivement rapides. Et du coup, être, comme vous avez dit, dans un système de collaboration plutôt que de concurrence. À ce propos, Bruno, il me semble que votre association Alter Eco 30, l'association que vous avez fondée il y a quelques années, justement, vous avez fait le choix de donner librement les informations que vous récoltez ici par l'expérience. Du coup, les outils qui existent ici peuvent être facilement accessibles à tout le monde au travers des informations que vous laissez dans le site internet et qui sont en libre accès, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que c'est notre optique de diffuser librement à travers justement ces licences libres des outils pour l'autonomie qu'on en a pu concevoir ici, comme des cuiseurs solaires, des fours à double combustion pour faire du pain, etc. Ou des techniques d'éco-construction diverses. Oui, effectivement. Alors Bruno, il ne reste pas beaucoup de temps, le temps passe vite quand on parle des choses importantes. Par rapport aux 3 autres principes, du coup, la fluidité, la diversité, la plasticité, en relation avec l'humain, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors effectivement, on va essayer de condenser, mais cette fluidité, on vient un peu d'en parler sur la vitesse de diffusion de l'information. Au niveau de l'humanité, on peut opposer la fluidité à 2 choses, soit l'immobilité, quand l'information est bloquée, elle ne bouge pas, ou la saturation. La saturation, je pense qu'on en a tous un peu une idée, avec notamment les mails, les SMS, les spams, et toutes les informations des réseaux sociaux que l'on reçoit chaque jour. On peut être confronté, et on est franchement confronté, à une saturation de l'information. Cette saturation, on peut faire un parallèle, une analogie, avec ce qui se passe dans, par exemple, le corps humain quand le système immunitaire s'emballe. On avait vu ça avec le Covid, ça peut être un effet du Covid, c'est-à-dire un emballement du système immunitaire qui fait que l'organisme, au final, se retourne contre lui-même dans une réaction un petit peu autodestructrice. Voilà, on peut faire le parallèle. La saturation, c'est quand il y a trop d'informations et que du coup, les bonnes informations sont noyées dans un flot et qu'on ne peut plus les trier, les extraire. On a une sorte de saturation cognitive qui est finalement très handicapante et qui nous amène à perdre notre efficacité dans les objectifs que nous souhaitons atteindre. Voilà, la fluidité, c'est d'avoir juste l'information qu'il faut au bon moment et l'information qui est utile. Alors ça nécessite pour la relation humaine d'arriver à faire du ménage, à se protéger aussi de cette saturation. C'est un effort qui est nécessaire mais qui est vraiment, je pense, indispensable si on veut un peu coller sur les principes de cette communication, de cette diffusion naturelle de l'information dans le végétal dont on a parlé tout à l'heure. Puis pour terminer, la diversité de l'information, elle est fondamentale. On voit que dans la réalité vivante, l'information est très complexe d'une part et relève plutôt d'un dégradé d'éléments très divers et qu'elle ne se présente jamais comme quelque chose de binaire. Or, nous, dans notre façon de penser, dans les informations que l'on reçoit, on peut être confronté à des informations justement très binaires, blanches ou noires, où on nous présente soit des bons, soit des méchants. Il faut savoir que le réel n'est jamais comme ça, mais qu'il est toujours comme un tableau avec une multitude de couleurs et une multitude de teintes très complexes
qu'il faut arriver à décrypter et donc qui engage notre réflexion et notre capacité d'analyse personnelle. Et ça, c'est un encouragement à déployer toutes nos valeurs, toutes nos capacités humaines pour lire la réalité telle qu'elle est, mais pas telle qu'on nous la présente parfois d'une façon très caricaturale et très binaire. Alors c'est sûr que c'est plus compliqué, c'est plus fatigant, plus dur de faire cela parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas la vérité, mais qu'on essaie de décrypter la réalité progressivement et que ça n'aura pas de fin. Et donc cette attitude, elle est, c'est sûr, moins séduisante et moins confortable que celle qui consiste à se positionner dans un camp ou dans l'autre, et bien entendu on se positionne dans une réalité qui nous est présentée comme binaire, toujours dans le camp du bien, forcément. Et du coup, pour interpréter au mieux la réalité avec sa multitude d'informations, qu'est-ce que l'Église dit à propos de cela ? Alors en soi, elle ne donne pas une recette à mettre en œuvre, mais cette idée aussi de pouvoir se positionner en fonction de sa conscience personnelle, elle est vraiment fondamentale dans la doctrine sociale de l'Église. La liberté et la conscience personnelle est sacrée, véritablement, et donc chacun doit pouvoir se positionner en conscience et éventuellement, si nécessaire, pouvoir faire œuvre de ce qu'on appelle l'objection de conscience, c'est-à-dire se positionner éventuellement contre quelque chose qui pourrait être édicté comme une vérité universelle, mais qui semble ne pas l'être, en tout cas de la façon dont elle est présentée. Et donc chacun a un devoir de dignité personnelle et de conscience personnelle pour pouvoir dire non s'il considère que vraiment, après avoir fait tout ce travail de discernement, il est de son devoir de pouvoir dire non à telle ou telle grande idée diffusée d'une façon même des fois large. Donc là, la conscience personnelle doit s'affirmer face à des fois des idées collectives qui peuvent survenir. On en a vu maintes fois dans l'histoire de l'humanité, des idées collectives qui se sont avérées mauvaises. Et donc là, on est en devoir de pouvoir poser un non en conscience avec notre liberté qui est sacrée. Bruno, j'ai l'impression qu'on a reçu beaucoup d'informations relatives à l'information. Du coup, tout ça à poser, méditer, intégrer avant de se retrouver à notre prochaine émission. Merci Bruno Lortiwa. Merci Sarah, à la prochaine. À bientôt.